On parle d'art dans Smart Patrimoine, comme promis. Bonjour Sybille Aoujane. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Un mot sur l'actualité du marché de l'art. D'abord, la semaine dernière a eu lieu la foire d'art contemporain Art Basel à Bâle. Exactement, Art Basel a fermé ses portes dimanche dernier après une semaine de foire. C'était un événement qui a attiré 82 000 personnes, soit 12 000 personnes de plus par rapport à 2022. Et donc ce sont les chiffres d'Art Basel, 284 galeries, 36 pays représentés. La particularité de cette année, c'est le secteur cabinet qui a fait ses débuts à la foire à Bâle, des débuts plutôt appréciés. Quel bilan on peut faire de cette foire alors, Sybille ? Alors, plusieurs acteurs se sont exprimés dans les communiqués d'Art Basel. Selon Andrew Fabricant, qui est le COO de Gagosian, il expliquait que c'était l'une des foires les plus fréquentées que j'ai vues depuis des années. Et puis Kamel Menour s'est aussi exprimé. Il dit: cette année, Art Basel a marqué notre foire la plus réussie à ce jour, avec près de 40 ventes à la fin de la seule première journée d'ouverture. Les œuvres ont été placées de Kamel Menour dans des grands musées privés et publics, dans des collections également. La presse spécialisée confirme un véritable engouement également pour la foire, qui n'a pas faibli malgré un contexte financier forcément assez terne et des ventes aux enchères internationales de début d'année qui pouvaient être un petit peu plus ternes aussi. On remarque des ventes de grands classiques, d'œuvres de Picasso, Saïd Twombly, Soulage, etc., mais aussi des ventes d'œuvres femmes de plus en plus représentées. Et pour ne citer qu'elles, Yayoi Kusama chez Sphirner et Louise Bourgeois, vendue par Heuser und Wirth. Sybille, une annonce de taille a été faite aussi au lancement de cette foire. Exactement, c'était le lundi 12 juin lors de la foire de Bâle. Emmanuel Perrotin, qui est directeur de la galerie éponyme, a annoncé avoir vendu 60% de ses parts au fonds d'investissement Colony Investment Management. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Cette action pourra permettre à la galerie de se développer davantage. Et comment va s'organiser cette entreprise qui prend les commandes, du coup, dorénavant ? Alors, c'est Nadra Moussalem, qui est président-directeur de Colony IM, qui a annoncé que Emmanuel Perrotin conservera sa place de président du conseil d'administration. Il restera aussi animateur et gérera aussi toute la partie artistique. Quant à Nadra Moussalem, il sera en charge des actions de l'entreprise. Et les deux hommes recherchent néanmoins à travailler avec une troisième personne, un directeur qui sera chargé de l'expansion de la galerie. Après cette annonce, des réactions contrastées ont fait surface. Certains voient des avantages. La galerie pourra se structurer, pourra recruter davantage, pourra emprunter aussi plus facilement. D'autres acteurs sont plus préoccupés, comme le marchand américain Jeffrey Ditch, qui a été interviewé par Le Monde. Il affirme que business et art ne peuvent pas se mélanger et qu'il faut garder une certaine indépendance dans ce milieu. L'opération devra être finalisée au cours de ce second semestre 2023. Et on termine, je crois, par un rapport. C'est le Conseil des ventes, c'est ça, qui a publié son rapport sur le bilan 2022 du marché de l'art. Exactement, un rapport qui a été réalisé en collaboration avec les Beaux-Arts. La phrase principale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après l'euphorie 2021, le montant total adjugé en France est de 4,4 milliards d'euros. Donc ça, cela concerne le secteur art et objets de collection, et c'est en progression de 8,2% par rapport à 2021. Le Conseil des ventes note que la France affiche un dynamisme plus soutenu qu'au plan mondial de ce secteur, et il note aussi que le montant des ventes est mieux réparti à travers les différentes maisons de vente aux enchères. Cette progression s'explique notamment grâce à la dispersion de grandes collections privées qui ont été de particulièrement haute qualité. Par ailleurs, le paysage des ventes aux enchères évolue aussi. Le Conseil des ventes note une féminisation et aussi son rajeunissement, mais qui doit bien sûr encore progresser. Et enfin, sur le plan international, le Conseil des ventes met en avant l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché asiatique, mais la Chine, qui reste deuxième au niveau du monde, les marchés de vente, malgré une part mondiale qui s'effrite. La Chine représente 16% de part de marché aujourd'hui contre 32% en 2021. Merci beaucoup. Sybille, c'est l'heure de l'interview. On va présenter votre invité qui est avec nous. C'est aujourd'hui la quatrième invitée de votre série sur la question de la provenance des œuvres d'art. Et aujourd'hui, je le disais en préambule de cette émission, l'invité c'est Ninon Bourg, doctorante en archéologie précolombienne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce que c'est cet art précolombien, un art qu'on définit comme mystérieux, j'ai vu d'ailleurs. Mystérieux, très mystérieux, mais l'art précolombien et l'étude de l'art précolombien, plus particulièrement de l'archéologie précolombienne, c'est l'étude
des restes matériels des civilisations amérindiennes, donc des civilisations natives des Amériques, jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb, ou alors quelques décennies après. Donc pour ceux qui nous écoutent, sur quelle période exactement ça recouvre? Ça recouvre plusieurs milliers d'années. Ouais, c'est ça. C'est assez vaste. C'est très vaste. Et justement, comme on remonte à des milliers d'années, quelles difficultés vous rencontrez lorsque vous souhaitez établir la provenance d'un objet d'art précolombien? Alors déjà, la difficulté a trait à l'histoire même de ces populations qui, pour la plupart, n'ont pas laissé de traces écrites. D'accord. Donc ça brouille déjà les pistes. Et puis c'est surtout que la provenance en matière d'archéologie et d'art précolombien a été une préoccupation il y a à partir de ces dernières années seulement. Avant, ce n'était pas forcément renseigné. Donc on s'est retrouvé avec des objets. Déjà qui sont issus de territoires qui ont été colonisés. Oui. Donc, ces objets n'ont pas forcément été étudiés et les populations qui les ont produites ont vu leur histoire effacée. Donc tout ça, c'est des enjeux, des difficultés que vous allez retrouver si vous voulez créer toute la traçabilité Absolument. d'une œuvre d'art. Absolument. Ensuite, on a eu d'autres difficultés, notamment le fait que ces objets, ensuite, au XIXe siècle, aient été collectés en masse pour les musées nord-américains et européens qui se livraient à une véritable course à la collecte et une course au prestige. Ils voulaient avoir des objets du monde entier en masse dans leur collection et ils ont mélangé des objets qui sont sortis de fouilles, mais au XIXe siècle, vous imaginez que ce n'étaient pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui, mêmes conditions, encadrement scientifique, et ils ont mêlé ces objets sortis de terre à des objets achetés à des locaux sur les routes. Donc, c'est-à-dire que du début, dans les réserves de musées et dans les salles d'exposition dès le XIXe siècle, vous avez eu des objets archéologiques authentiques, sans véritable provenance, ou alors pas très encadrés, qui ont été mélangés avec de faux objets. Et aujourd'hui, c'est très difficile de les différencier. Est-ce qu'il existe quand même certains supports sur quoi vous vous basez pour établir la traçabilité, même si c'est très difficile? Est-ce qu'il y a des supports, vous avez dit qu'il y en avait très peu écrits, mais quand même, est-ce qu'il reste des archives quelque part? C'est des voyages que vous êtes obligé de faire pour rencontrer les civilisations sur place? Finalement, la chose principale sur laquelle on se base, ce sont les anciennes collections. De particulier? Non, pas forcément. On se base plutôt sur les collections publiques, sur les institutions publiques. Et c'est une erreur parce que souvent les collections de ces institutions, on se base sur d'anciennes collections parce qu'on pense que les anciennes collections sont entre guillemets safe et que parce que ces objets ont été collectés anciennement, que les objets sont forcément authentiques, qu'ils n'avaient pas encore de faussaires à ce moment-là. Sauf que c'est faux parce que les faussaires existent depuis le moment de la colonisation et ont explosé à partir du 19e siècle et ils sont toujours en activité aujourd'hui. Finalement, tout ce qui nous reste, c'est les études stylistiques, les comparaisons, les études iconographiques, étudier le style d'une pièce. Mais là encore, quelqu'un d'habile peut imiter une pièce préexistante. Parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de restitution concernant ces biens, mais finalement, la première préoccupation, c'est presque de savoir si c'est déjà un faux ou un vrai. Absolument. La restitution n'est qu'un enjeu, c'est un des challenges seulement de l'art précolombien et de la provenance, du souci de provenance en art précolombien aujourd'hui. Avant de pouvoir rendre un objet, de pouvoir le restituer, il faut déjà l'authentifier, l'identifier, savoir d'où il vient. Et il y a des milliers d'objets précolombiens qui n'ont pas de véritable biographie à ce jour. Et ça s'applique spécifiquement à l'art précolombien ou vraiment ça peut être une question qui peut être applicable aussi sur les biens archéologiques en général? Honnêtement, je pense que le problème de provenance est très large et s'applique à différents types d'objets et particulièrement les objets archéologiques. Mais ce problème de provenance lié à la multiplication des faux et au pillage est vraiment assez symptomatique de l'art précolombien. Et quand on parle de faux, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est vraiment des personnes qui sont mal intentionnées? Est-ce qu'il peut juste y avoir des copies d'époque qui ont été faites par des artistes, mais du coup, c'était pas forcément mal intentionné, mais aujourd'hui, ça va rentrer dans le marché? Est-ce qu'il y a différents types de faux, en fait? Absolument. C'est une définition, c'est une notion qui est très complexe, qui a plusieurs facettes. Vous avez évidemment le faux frauduleux, fait dans l'intention de tromper, par des ateliers de faussaires, et en général qui sont partis d'une même famille, qui exercent de génération en génération. Et en Équateur, par exemple, vous avez des villages entiers qui sont dédiés à ça. Mais vous avez également des artisans
qui font des copies officielles et légales pour être vendues ensuite dans des magasins de souvenirs ou alors dans des magasins qui sont liés à des musées. Ces copies, donc, ils sont bien intentionnés, mais leurs objets vont être achetés. On va gommer leur signature, étant donné que ce sont des copies officielles qui sont 100%, qui reprennent 100% un objet préexistant, et on va la remettre sur le marché de l'art en tant qu'objet archéologique. Et ça, c'est des cas avérés que vous avez... Absolument. Des cas que vous avez rencontrés dans vos recherches. Oui, absolument. Moi, j'ai une question dans un musée aujourd'hui, par exemple, le musée comme le Quai Branly. Oui. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'œuvres qui potentiellement seraient fausses, même si j'imagine qu'eux font toutes les démarches, etc. Mais il y en a quand même? Bien sûr, et on parle du Quai Branly, mais honnêtement, ça existe dans toute institution, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs. Le Quai Branly, aujourd'hui, compte environ 100 000 objets des Amériques. Et il tient des archives, et parmi lesquelles vous avez un dossier sur les objets qui sont réputés faux. Sur ces 100 000 objets des Amériques, il y en a 1000 aujourd'hui qui sont archivés, inventoriés comme étant de faux objets archéologiques précolombiens. La question est... En tout cas, ils sont transparents là-dessus, c'est absolument, ça, c'est ce que vous absolument. dites. Et le service des archives, d'ailleurs, du Quai Branly est accessible. Vous faites une demande et évidemment, vous allez retrouver beaucoup d'étudiants, d'universitaires, de professionnels du monde des musées, mais c'est ouvert à n'importe quelle personne qui est intéressée sur le sujet. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est vraiment 1000 objets qui sont faux? Est-ce qu'il n'y en a pas plus? Mais pourquoi est-ce qu'on va montrer des objets faux dans un musée? Est-ce qu'il va y avoir un intérêt peut-être pédagogique? Alors, on ne les montre pas forcément. Ça a été très tabou jusqu'à ces dernières années. En général, ils étaient relégués à la réserve. Et c'est seulement depuis ces dernières décennies que l'on va organiser des expositions au grand public, justement sur le faux et les faussaires, et on remarque que ça intéresse beaucoup le public. Justement, ça les sensibilise et ça leur permet de comprendre que le faux est souvent lié à la problématique du trafic d'objets d'art, au trafic de biens culturels. Et souvent, le problème, c'est que les collectionneurs et donc le public pensent qu'en achetant un bien archéologique dans une étude ou dans une maison de vente, qu'il va sauver cet objet finalement et que cet objet est safe, encore une fois entre guillemets, alors qu'en réalité, le trafic et la vente de faux objets alimentent des trafics connexes, un trafic de biens culturels, mais également en général un trafic de drogue et un trafic d'êtres humains. Oui, parce que tout ça c'est lié. Absolument. Oui, c'est l'UNESCO qui disait que le trafic de biens, c'est le 3e plus grand trafic illicite du monde. Tout à fait. Pour justement apporter plus de cadre à ce trafic de biens culturels, notamment archéologiques, est-ce que il y a des lois qui existent, soit en France, soit spécifiques pour les biens précolombiens, et est-ce que il faudrait encore plus de lois pour l'encadrer? Alors c'est une très bonne question. Est-ce qu'il faudrait encore plus de lois? Je ne sais pas s'il en faudrait plus, mais peut-être qu'il faudrait prendre le problème autrement. Au niveau international, vous avez la Convention de l'UNESCO de 1970. Vous avez aussi la Convention Unidroit de 95. Et de façon très régulière, vous avez l'ICOM qui produit des listes rouges d'objets qui font l'objet de trafic ou l'objet de faux. Pour ce qui est des législations des pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, évidemment, chaque pays a sa propre législation. Et on remarque quelque chose qui est assez intéressant et assez alarmant en même temps. Le Mexique, comme d'autres pays, dont le Pérou notamment, ont commencé à protéger leurs biens archéologiques et leur patrimoine dès leur indépendance, dès le début du 19e siècle. Et depuis, ils n'ont cessé de multiplier les lois protectrices de ce patrimoine, sauf qu'on remarque que plus ils multiplient les lois, plus les objets finissent quand même en France et donc à Paris et à New York, parce que ce sont les deux plaques tournantes. Les deux grandes places de vente. Absolument, de ce qu'on appelle entre guillemets les arts tribaux, même si c'est impropre dans le monde. Et finalement, ces lois, la multiplication de ces lois n'empêche pas ces objets de continuer d'arriver, de continuer à avoir une cote qui grimpe et à continuer d'être collectionnés et achetés. Et justement, alors là, il va y avoir des lois cadres. C'est un loi cadre qui concerne plutôt les arts en provenance d'Afrique. Donc forcément, ça ne nous concerne pas vraiment. Mais ce genre de loi et les préconisations du rapport Martinez, est-ce que ça va avoir des conséquences positives selon vous, peut-être sur ce marché? Je ne pense pas. Parce que le rapport Martinez a
le mérite d'exister et il est surtout pensé, comme vous l'avez dit, pour des objets africains qui ont été obtenus en période coloniale parce que les pays d'Afrique concernés étaient d'anciennes colonies françaises. Je pense notamment au trésor du Bénin. Dans le cas des arts précolombiens et de l'archéologie précolombienne, je dirais que le rapport Martinez, finalement, ne fait que réitérer quelque chose qui existait déjà, notamment entre la France et le Mexique. Vous avez un principe qui dit que la France peut rester propriétaire d'un objet, mais que cet objet peut être renvoyé dans son pays hôte. C'est le principe du patrimoine partagé. C'est le principe du patrimoine partagé, absolument. Et ça existe déjà entre la France et le Mexique, depuis le 19e siècle, notamment avec des objets aztèques. Mais ça se met à profit, c'est positif plutôt. Oui, mais rien de nouveau sous le soleil. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange. Merci Ninon Bourg d'être venue nous voir sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes doctorante en archéologie précolombienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Sybille. Évidemment, on vous retrouve jeudi prochain dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti.